Bonjour à tous. Donc Alexandre Lacour, je suis notamment en charge du cycle Industrie 4.0 au Hub. Et ce matin, l'idée est d'aborder le sujet justement du jumeau numérique. Alors assez humblement, puisque le jumeau numérique est un concept assez récent, on va dire dans les industries, néanmoins qui pose aujourd'hui du coup beaucoup de questions. L'intervention ce matin aura 4 thèmes. La première partie, on va parler de la technologie en elle-même, donc du concept du jumeau numérique. Derrière, on abordera un sujet marché. Puis ensuite, on regardera quelques acteurs qui illustrent justement ce jumeau numérique. Et on finira du coup par quelques startups. Au niveau de la technologie, le jumeau numérique, donc en anglais Digital Twin, déjà est en soi un concept qui date de 2003. Donc du coup, qui a été abordé lors d'une conférence, lors d'un cours qui a été donné par Michael Grieve autour du PLM. Donc le PLM, c'est le Product Life Management, qui est en fait un outil que les entreprises peuvent utiliser justement pour suivre le cycle de vie d'un produit, de sa phase d'idéation, donc de conception, tout au long du cycle de vie, jusqu'à du coup sa fabrication et sa mise en production. Le jumeau numérique, aujourd'hui, ça reste une représentation numérique d'un objet physique tout au long de sa vie. Alors quand on parle d'un objet, on parle d'une machine, d'un capteur, d'une usine, d'une ville. La complexité, après, va être différente. Et on va voir justement que dans ce jumeau numérique, on a plusieurs natures et plusieurs niveaux de complexité. Tel qu'il a été défini par Michael Grieve, en fait, il est composé de 3 parties. L'objet physique, l'objet, donc, enfin, du moins, la représentation virtuelle ou la représentation numérique, qui est du coup typiquement un modèle 3D. Et au milieu, la 3e partie qui est la donnée. Et dans la donnée, on a cette nécessité surtout à être capable d'échanger entre le modèle physique et le modèle virtuel. Quand on regarde du coup le jumeau numérique, derrière, on peut le catégoriser en donnant 3 natures. Soit c'est un prototype. Ce qu'on appelle un prototype, c'est ce qui va nous permettre de produire tout simplement la machine, l'équipement, le bâtiment que l'on veut fabriquer. Donc là, on est sur un modèle qui va contenir notamment toutes les géométries, toutes les tolérances, toutes les spécifications matériaux qui vont être utilisés pour fabriquer typiquement notre machine, toutes les gammes de fabrication. Donc on est sur un ensemble de documentation qui permet sa réalisation. La deuxième nature que l'on a, c'est l'instance. Quand on parle de l'instance du jumeau numérique, c'est qu'on va considérer qu'il y a un lien unique entre l'objet physique et sa représentation. Si je prends une voiture, on a le même modèle, la même finition, que finalement elle est utilisée d'une manière différente. Les données qui seront collectées et la fabrication qui sera faite de cette machine-là sera représentée dans une instance. Et c'est cette instance qui donne en fait le lien unique du jumeau numérique. Et la troisième nature que l'on a, c'est ce qu'on appelle l'agrégat. C'est-à-dire que là, on va être sur un schéma qui est de réunir l'ensemble, tout simplement, des instances du jumeau numérique. Alors forcément, dans l'instance, on peut avoir différents niveaux d'intégration et de complexité, qu'on verra du coup par la suite. De son côté, l'IDC, lui, donne 5 niveaux de complexité pour le déploiement du jumeau numérique. Quand on regarde la première partie, en soi très simple, on parle principalement d'un modèle 3D qui ne contient pas réellement tout ce qui est nécessaire pour la fabrication du produit. Donc on peut typiquement ne pas avoir les géométries exactes de l'objet. On va l'utiliser dans du marketing, on peut l'utiliser quand on a de la réalité virtuelle, puisqu'on veut s'immerger dans un environnement. Donc on est à la limite sur l'étape 1, on ne passe pas forcément par un bureau d'études. Dans l'étape 2, on va l'utiliser pour développer le produit. Donc là, on a des architectes, des bureaux d'études, et donc du coup, vraiment ce côté industrialisation. Donc étape 2, on est sur ce qu'on appelle le prototype. Dans l'étape 3, on va être à l'échelle de l'entreprise. Donc à l'échelle de l'entreprise, on va être capable de collecter notamment les informations de fabrication de cet équipement ou de ce bâtiment, et du coup de collecter tout ce qui va être nécessaire pour le produire, mais sur un logiciel, par exemple, qui est lié notamment à un PLM ou à du BIM côté bâtiment. Donc ce qu'ils appellent le Digital Twin côté entreprise. Quand on arrive à l'étape 4, c'est que là, on rentre réellement dans l'instance. Ce qui veut dire qu'avant, on n'est même pas dans de l'instance, on est principalement, du coup, dans l'utilisation du modèle numérique et on va déployer différentes stratégies par rapport à cette étape-là. Donc, ce qu'on appelle le temps réel, où là, pour le coup, on va échanger tout au long du cycle de vie du produit pour que le modèle numérique soit capable d'évoluer et d'être la reproduction potentiellement le plus exacte possible de la réalité physique.
Et le dernier, ce qu'ils appellent l'orchestration, en fait, c'est l'agrégat. Donc du coup, étape 4, on est sur l'instance, étape 5, on est sur l'agrégat du jumeau numérique. Du coup, par rapport à ce contexte-là, il y a une question qu'on entend, enfin du moins un mot qui revient souvent, c'est la maquette numérique. Pour vous, est-ce qu'il y a une différence entre jumeau numérique et maquette numérique après avoir eu ce premier éclairage? Donc là, normalement, vous pouvez répondre à travers l'application. J'attends de savoir combien de personnes ont répondu. On a un nombre de réponses. Vous avez une idée? Cool. Eh ben c'est bien parce que déjà, au moins, on est tous d'accord. Donc en effet, la maquette numérique, aujourd'hui, si on la résume, elle ne contient pas de données réelles. Donc du coup, elle ne reçoit pas, elle n'évolue pas avec tout simplement la durée de vie du produit. On peut la considérer par rapport au niveau de complexité qu'on a vu juste avant, du coup au digital twin entreprise, donc à l'étape 3, et dès qu'on va être étape 4, étape 5, on rentre vraiment dans l'instance que l'on entend justement par jumeau numérique tel qu'il a été évoqué en 2003 par Michael Grieve. Le dernier point, quand on va parler de cette instance, on peut utiliser un ensemble de technologies. C'est-à-dire que collecter de la donnée via de l'IoT, récupérer des données de systèmes SCADA, de GTB ou autres, va permettre tout simplement d'aller stimuler, exciter un modèle. Alors ça peut être un modèle numérique, ça peut être une intelligence artificielle, ça peut être un modèle de simulation. Donc à partir de là, on est dans l'instance, et plus on va implémenter ces technologies, et plus elles vont être capables de communiquer les unes avec les autres, plus on aura une reproduction réelle, ou du moins le plus proche possible, de ce qui est en train de se passer sur l'objet, et donc du coup sur typiquement le vieillissement, que ce soit d'une structure, d'un équipement, d'un bâtiment. Du coup, à votre avis, d'ici 2024, l'implémentation donc, du niveau 5, à votre avis, quel pourcentage de fabricants l'auront implémenté? Il va? Ouais. Donc on est plus à 37. 37, 15. Alors c'est pas moi, hein, c'est l'IDC. Donc il prévoit 50% en 2024 qui seront capables du coup d'être dans déjà l'agrégat. C'est-à-dire qu'au final, un ensemble de fabricants auront en théorie déjà fait leur instance, en théorie déjà connecté les équipements, et potentiellement certains utiliseront déjà l'agrégat. Ce qui amène du coup quelques questions à se poser sur finalement notre maturité et de savoir si vraiment on y sera ou pas. Bon, ça reste entre guillemets des études, mais oui. Alors là, je ne l'aurais pas. Il faudrait que je la recherche pour ne pas dire de bêtises. Donc là, comme ça, je ne pourrais pas répondre. Si du coup on va un peu plus loin que le premier modèle que l'on avait vu, qui était réparti en 3 parties, là on va rentrer un peu plus dans l'intégration justement de certaines technologies qui sont utilisées aussi dans le jumeau numérique, notamment toute la partie simulation numérique, donc tout ce qui est lié au calcul par élément fini. Dans les calculs par élément fini, on va avoir des logiciels qui vont permettre justement d'aller simuler numériquement différents phénomènes physiques, électriques, magnétiques, thermiques, mécaniques, acoustiques et autres. Ces modèles-là, donc ces modèles numériques, peuvent faire partie d'une technologie utilisée pour l'instance du jumeau numérique.
Si on regarde du côté de Gartner, pour ceux qui avaient connaissance, donc ça c'est le Hype Cycle de Gartner qui classe en fait tout simplement sur une courbe l'évolution des technologies et leur niveau de maturité. Donc on est du coup vraiment dans l'expectation côté jumeaux numériques et on attend du coup beaucoup actuellement du jumeau numérique. Si on en croit la courbe, bon, on va tomber dans une période un peu plus compliquée avec la désillusion et potentiellement derrière le plateau qui devrait nous amener, en gros, le jumeau numérique, on est à 5 ans avant de vraiment avoir potentiellement quelque chose d'industrialisé concret. Si on regarde côté marché, alors le jumeau numérique, il peut faire beaucoup de choses. Là, du coup, c'est notamment au niveau de l'Alliance du futur. Ils ont fait en fait tout un article concernant ce que le jumeau numérique permettrait de faire, qu'on a extrait juste quelques informations, que l'on arrive du coup sur l'amélioration, que l'on arrive sur l'efficience, la performance, que ce soit sur un système ou que ce soit sur une machine, un petit peu à l'échelle de l'intelligence artificielle. On imagine aujourd'hui faire beaucoup de choses avec le jumeau numérique. Après, tout dépend de la complexité forcément d'intégration que l'on veut mettre tout simplement dans le jumeau numérique et finalement du retour sur investissement que l'on envisage. Ce qui a accéléré notamment ce sujet, c'est vraiment l'outil de rupture qui est utilisé pour la formation et le côté démonstration, puisque là, on n'a pas besoin d'aller très loin. On reste finalement, si on prend la complexité sur l'IDC au niveau 1, et au niveau 1, on est déjà capable de pouvoir potentiellement créer de la valeur à partir de ce pseudo-jumeau numérique. Si on regarde au niveau du marché, pratiquement 38% de taux de croissance annuel d'ici 2023, 15 milliards. Donc on s'attend forcément à avoir vraiment une évolution de l'utilisation et du développement du jumeau numérique. Porté, si on le croise notamment par l'étude de marché qui a été faite sur la réalité augmentée et réalité virtuelle. Réalité augmentée virtuelle, 40% de taux de croissance annuel. Donc on voit bien que la complexité finalement de l'IDC vraiment va permettre d'accélérer la démocratisation tout simplement de cette technologie. Dans l'étude, on parle beaucoup notamment des fabricants, puisqu'on imagine beaucoup que les fabricants vont avoir cette nécessité pour faire évoluer leur modèle économique. On a beaucoup parlé de l'économie de fonctionnalité. Le jumeau numérique permettrait notamment d'accélérer la transformation au niveau des constructeurs pour justement ce modèle économique à l'usage, puisqu'on serait capable de suivre notamment le vieillissement, par exemple, d'un équipement sur un modèle numérique par rapport à du coup une réalité physique. Un autre sujet, c'est que le jumeau numérique, de plus en plus, on le trouve dans des plateformes. Alors on entendait parler des plateformes IoT. Dans les plateformes IoT, on avait du coup des sujets d'intelligence artificielle. Et puis maintenant, on va avoir d'autres services qui vont venir s'ajouter. Typiquement, le jumeau numérique est un service que l'on voit déjà apparaître dans des plateformes que l'on appelait historiquement des plateformes IoT, et on commence à passer du coup sur des smart manufacturing platforms et venir derrière vraiment voir un ensemble d'autres services, qu'on ait de la réalité augmentée. On parle d'interconnectivité pour récupérer les données de n'importe quel système, qu'il soit du monde de l'automatisme ou du monde de l'IT. Donc les plateformes évoluent et vont créer de plus en plus de nouveaux services. Et du coup, si on regarde ça, on reste toujours dans notre thématique du jumeau numérique. On est du coup 2020, d'ici 2022, dans les plateformes IoT aujourd'hui, combien intégreront la création du jumeau numérique et la simulation. Donc la création du jumeau numérique, pour créer un jumeau numérique en fonction de l'échelle donc de complexité que l'on veut choisir, ça peut être très simple ou très complexe. Et pour le coup, réaliser de la simulation aujourd'hui, ça reste quand même un domaine assez spécifique. Donc là, l'IDC s'est aussi aventuré sur cette thématique. Alors en effet, on est à 40% d'ici 2022. Sachant qu'en fait, on verra derrière, des plateformes proposent déjà la simulation numérique au sein de la plateforme IoT. Donc on est déjà aujourd'hui en mesure d'utiliser la simulation dans des plateformes IoT. Donc du coup, l'un des objectifs, 70% des fabricants l'utiliseront pour réaliser des simulations. L'un des parallèles cas, c'est
si en effet on a une machine qui est en fonctionnement, qu'on est capable d'avoir l'intégralité de ces données de cette machine-là, demain un bureau d'études conçoit une machine un peu plus évoluée, elle reprend l'intégralité des jeux de données qui ont été collectés tout au long de l'exploitation de la machine, et on va être capable de rejouer le même scénario, mais du coup sur un autre prototype. Donc en termes de développement de produits, ça va permettre tout simplement d'aller itérer beaucoup plus facilement sur le développement des produits et d'accélérer notamment le développement de ces produits-là. Si on essaie de regarder un peu plus largement, BIM, PLM, GMAO, Digital Twin, un petit résumé, la partie GMAO, donc tout ce qui est outils de gestion de maintenance assistée que l'on voit aujourd'hui, forcément, eux vont indirectement, donc tous ces acteurs-là vont aussi avoir un intérêt sur l'utilisation du jumeau numérique. Donc on peut entendre parler du jumeau numérique au travers de la GMAO, au travers des outils de PLM, notamment Dassault est aussi indirectement à l'origine de cette note qui avait été faite avec Michael Grieve sur justement le PLM. Et la partie BIM, en fait, on est sur quelque chose qui est assez proche du PLM, mais dédié à un métier qui est justement le métier du coup de la construction. Et tous ces secteurs-là, à un moment, sont sur l'intégration du jumeau numérique, avec du coup cette nature et cette complexité qui va différencier en fonction tout simplement de l'offre qu'ils seront capables de proposer demain sur le marché. Du coup, si on jette un coup d'œil sur l'étude de marché côté PLM, on s'attend aussi à de la croissance. Alors forcément, le marché de 60 milliards d'ici 2023, c'est que déjà, il est beaucoup plus mature que celui du jumeau numérique. Et du coup, un taux de croissance de 7%, taux annuel de croissance. Donc on reste quand même sur du coup un marché potentiellement porteur, puisque les entreprises vont avoir besoin justement de gérer de plus en plus ce côté concevoir un produit, le mettre sur un marché, le faire évoluer. Et ce cycle-là, de plus en plus, indirectement, il s'accélère. Si on regarde côté BIM, alors il y a deux acteurs qui ont été mis en grade des deux côtés, Dassault, Autodesk. On les retrouve notamment des deux côtés sur l'étude qui a été faite. Les deux, du coup, côté PLM et côté BIM. Donc on est sur cette suite logicielle utilisée par les entreprises justement pour piloter le cycle de vie du coup d'une construction d'un bâtiment ou de l'autre côté dans l'industrie manufacturielle d'un produit. Un petit focus au niveau des acteurs. Des stratégies différentes. Autodesk a créé en 2015 la plateforme Forge, qui en fait est un outil qui permet notamment aux entreprises ou à des startups ou à n'importe quel acteur de pouvoir créer en fait sa propre suite d'applications autour du jumeau numérique. Donc quand on prend Autodesk Forge, on est capable d'utiliser notamment un service qui s'appelle le Viewer, qui permet de récupérer un modèle 3D, donc une conception d'une pièce, d'une ville, d'un bâtiment. Et en le passant en fait dans ce service-là, on va être capable de récupérer toutes les métadonnées qui ont été indiquées lors des phases de conception, côté bureau d'études ou côté architecte. Et derrière, on va être capable d'aller du coup créer tout simplement des maquettes numériques ou du moins des jumeaux numériques et de venir rajouter de la donnée sur ce viewer, de venir passer dans des simulations, dans l'intelligence artificielle pour venir enrichir justement le prototype et aller vers l'instance. Donc Autodesk est parti sur le fait de fournir des outils pour vous permettre indirectement de créer votre propre application. Ils l'ont illustré par Dasher 360, qui est un projet du coup de recherche qui a été mené par Autodesk pour montrer justement ce lien entre jumeaux numériques, prototype et instance. Si on regarde côté Dassault, Dassault met en avant du coup la plateforme 3D Experience, où là on est sur le cycle complet de vie du produit, allant en effet de l'idéation jusqu'à la fin de vie du produit. Et donc là, c'est vraiment un ensemble d'outils qui justement va permettre de gérer vraiment tout le cycle complet de la création du produit. Donc là, on est sur une plateforme qui va intégrer typiquement de la partie réalité virtuelle, réalité augmentée, pour avoir l'ensemble des solutions à disposition. Donc une stratégie un petit peu différente de celle d'Autodesk qui, lui, fournit des outils finalement. Côté PTC, un des exemples, une des plateformes aujourd'hui considérées comme leader sur le marché, PTC en fait a déjà indirectement intégré la réalité virtuelle, enfin du moins la réalité augmentée par notamment une acquisition qu'ils ont faite
d'une boîte qui s'appelle Vuforia. Et ils ont aussi récemment fait des partenariats avec Ansys pour intégrer la simulation. Ils sont éditeurs d'un logiciel de CAO. Donc du coup, ils ont indirectement construit toute la chaîne numérique, partant de la conception, de la plateforme IoT ThinkWorks, de la simulation en partenariat avec Ansys, de la réalité virtuelle. Et donc du coup, le schéma des Smart Manufacturing Platforms qu'on parlait avant, PTC aujourd'hui est capable de le proposer. Comme d'autres, mais eux en fait ont intégré vraiment en interne tous ces outils-là et toute cette chaîne numérique. Ansys, c'est un leader mondial dans le calcul par élément fini. Forcément, c'est allié du coup avec PTC qui n'avait pas cette composante-là. Et on les voit beaucoup apparaître dans la proposition sur le jumeau numérique, puisque eux vont être capables vraiment d'aller simuler l'état physique d'un objet ou d'un bâtiment ou d'une structure en fonction de ce que l'on veut faire. Et les technologies dessus en fait ont beaucoup évolué. On parlait beaucoup de cloud, les plateformes cloud. On a entendu parler beaucoup d'edge, de redescendre l'intelligence au plus proche de la donnée captée. Et ben, côté simulation numérique, on est aussi dans cette approche-là. Juste un petit focus sur quelques startups intéressantes qui ont été vues récemment. Navis a fourni toute la chaîne numérique, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de pouvoir créer un genre de street map, mais en interne. Et eux, sur la vision, donc sur cette image-là, ils vont être capables de venir enrichir tout simplement ce genre de jumeau numérique qui est basé en fait sur la vision. Une autre boîte, Verum, qui fait qui fait la même chose, mais là pour la construction, de manière à suivre l'évolution d'un chantier. Donc on construit une usine, on construit un bâtiment, et là pour le coup, le petit robot va être capable d'aller scanner au fur et à mesure l'évolution du chantier et de reconstruire un modèle numérique de manière à suivre le chantier et gérer notamment les dérives à ce niveau-là. Une autre société française, Ecosim, eux, ils utilisent la vision pour être capables de valider les modèles de simulation numérique avec la réalité expérimentale. Donc là, ils vont croiser ce qui a été simulé numériquement en conception avec potentiellement ce qui est réalisé de manière expérimentale et du coup croiser ces deux informations-là pour être au plus proche justement du modèle physique et modèle virtuel. Et dernière start-up, Spinalcom, qui dans le bâtiment est partie historiquement en fait, du développement de ce qu'on appelle un middleware, donc un logiciel un petit peu intermédiaire d'interface. Et du coup, ils sont venus utiliser notamment des outils type Autodesk Viewer, plus des données collectées du coup sur le terrain, des données venues de GMAO et de différents systèmes, pour tout simplement enrichir justement la maquette numérique et fournir un service au travers du jumeau numérique pour piloter notamment le bâtiment. Merci à vous. Merci Alexandre.